Tu m'as confié les pleins pouvoirs et tu as tout signé. Maintenant, c'est légal. Je suis avocat d'affaires, je m'occupe de conformité financière. Ma femme, Rachel, était directrice marketing dans une boîte de taille moyenne. Nous étions mariés depuis 8 ans. Je pensais qu'elle me connaissait assez pour savoir que je ne fais pas de menaces en l'air. Je ne suis pas du genre mélodramatique, ni adepte des ultimatums. Quand je dis quelque chose, je le pense. Alors, quand je l'ai regardée par-dessus nos cafés de luxe ce mardi-là, et que je lui ai dit, de la manière la plus claire qui soit, que si elle invitait son patron à son anniversaire, notre mariage était fini, ce n'était ni de la jalousie, ni de l'insécurité. Je fixais une limite. Un avertissement, comme on dirait à quelqu'un de ne pas marcher sur une mine. Elle s'est contentée de rire. Pas un petit rire poli, non, un vrai rire franc, la tête renversée en arrière, comme si je venais de sortir la meilleure blague du monde. « Détends-toi, David », a-t-elle lancé d'un ton dédaigneux, déjà occupée à scroller sur son téléphone. « C'est juste mon mentor. » Mentor. Elle prononçait ce mot comme si Kevin Patterson était un gourou du business descendu du paradis des entreprises pour bénir sa carrière. Pendant ce temps, moi, je pensais aux textos qu'il lui envoyait à minuit. Des trucs du genre « Mets la robe rouge demain, ma préférée ». Mais qu'est-ce que j'en sais, après tout? Je ne suis que le mari qui paye la moitié de l'hypothèque, celui qui est censé acquiescer à toutes les histoires qu'elle se raconte à elle-même. Il y a un truc chez Rachel qui me rendait dingue. Elle était sincèrement incapable de faire la différence entre quelqu'un qui respectait son travail et quelqu'un qui voulait coucher avec elle. Pour elle, chaque compliment était sincère, chaque regard insistant n'était qu'une marque d'appréciation pour ses compétences en marketing. Chaque SMS tardif n'était que la preuve du dévouement de Kevin envers l'équipe. Soit elle était totalement à l'ouest, soit elle faisait semblant, et j'avais renoncé à chercher la réponse. Je voyais la catastrophe arriver, comme au regard d'une barre de téléchargement se remplir lentement. 1 point, 2 points, 3 points. Connexion établie, bienvenue à la fin de votre mariage. Rachel avait cette fâcheuse habitude de croire que l'attention était synonyme d'admiration. Elle s'asseyait sur notre canapé pour me raconter sa journée, comment Kevin avait adoré sa présentation ou lui avait demandé son avis sur telle campagne, et elle rayonnait comme si elle était branchée sur une prise de courant. Je restais silencieux, principalement parce que lui faire remarquer la vérité m'aurait valu un énième sermon sur mon incompréhension des dynamiques de bureau et sur l'aspect crucial du réseautage dans le marketing. Bien sûr, chérie, réseautons. Mais ne sois pas surprise quand ton réseau se transformera en liaison. Pourtant, voici ce que Rachel ignorait, ce qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander, parce qu'elle ne s'était jamais intéressée à mon travail au-delà de la surface. Kevin Patterson n'était pas seulement son patron. Le Patterson Marketing Group était récemment apparu sur les radars de mon cabinet pour des malversations financières. Rien de solide encore, juste des signaux d'alerte et des rumeurs. Le genre de choses qui poussent les avocats en conformité comme moi à fouiller dans les documents au milieu de la nuit. Et je venais d'être nommé dans l'équipe d'audit. Conflit d'intérêts? Énorme. Le genre qui peut briser des carrières s'il n'est pas déclaré. Le genre qui ferait d'une épouse célébrant publiquement son patron un désastre pour toutes les parties impliquées. Pendant que Rachel organisait sa fête cette semaine-là, commandant des ballons brillants et un gâteau sur mesure avec ses initiales, parce que le fondant c'est chic, apparemment, moi je préparais autre chose. J'ai ouvert mon ordinateur, utilisé un navigateur sécurisé, et j'ai commencé à rédiger des documents. Traitez-moi de paranoïaque si vous voulez, moi j'appelle ça une assurance. J'avais passé 8 ans à regarder Rachel mener sa carrière avec l'éthique d'un serpent, contournant des règles dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Elle a du charme, je lui accorde. Elle peut entrer dans n'importe quelle pièce et mettre tout le monde dans sa poche en quelques minutes, faire rire l'assemblée, faire valider ses idées. C'est un don. Un don qui l'a aidé au travail et qui a fait de ma vie un enfer. Parce que quand on est aussi doué pour jouer la comédie, pour faire croire aux gens tout ce que l'on vend, les frontières deviennent floues. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est stratégique? Qu'est-ce qui relève simplement de Rachel étant Rachel? Et qu'est-ce que Rachel est en train de provoquer activement? Des décisions terribles qui allaient nous exploser au visage à tous les deux.
La fête fut exactement ce à quoi je m'attendais. C'était comme si un séminaire d'entreprise et un mariage Instagram avaient eu un enfant avec un crédit illimité. Des fontaines de champagne, au pluriel, car une seule ne suffisait pas pour fêter ses 33 ans. Un groupe de musique live jouant des versions jazzy de tubes pop. Des lumières violettes et dorées partout dans notre jardin. Tout avait cet aspect poli, comme si Rachel avait engagé quelqu'un dont l'unique mission était de rendre les choses coûteuses sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas qu'un anniversaire, c'était du contenu. C'était sa chance de montrer à tous ceux qui suivaient son Instagram parfait qu'elle vivait sa meilleure vie. Réussissant tout, admirée et entourée de gens qui n'étaient certainement pas là juste pour l'alcool gratuit. Je me tenais près du bar car, si je devais assister à ce naufrage, j'avais besoin de quelque chose de plus fort que l'eau au concombre que le personnel de service s'obstinait à me proposer. J'observais les invités avec un intérêt détaché. Ses collègues étaient habillés comme pour un bal de charité. Les voisins avaient l'air mal à l'aise et trop endimanchés. Les amis influenceurs étaient venus avec leurs anneaux lumineux et leurs trépieds, filmant déjà tout pour leurs stories. Rachel circulait parmi les invités comme une politicienne en campagne, touchant les bras, riant, donnant à chacun l'impression d'être important. Elle portait la robe rouge. Évidemment la robe rouge. Celle dont Kevin avait parlé par SMS, celle qui coûtait plus cher que nos factures du mois. Ses cheveux étaient coiffés en ces ondulations parfaitement imparfaites, qui demandent 2 heures de travail et un professionnel pour être réussi. Elle est magnifique. Ça n'a jamais été le problème. Le problème, lui, est arrivé à 8h15, avec un retard calculé. J'ai vu Kevin avant Rachel. Je l'ai regardé s'immobiliser au bord de notre jardin comme s'il attendait qu'un projecteur s'allume sur lui. Kevin Patterson avait ce genre d'assurance qui vient de la certitude que le monde lui doit quelque chose. Il a pénétré dans la fête d'un pas fanfaron, gardant ses lunettes de soleil à l'intérieur, sans doute parce que ses yeux étaient trop précieux pour nos guirlandes lumineuses. Il portait un sac cadeau, un de ces énormes sacs de créateurs avec du papier de soie qui dépasse, le tenant comme s'il contenait les secrets de la vie. Son costume valait probablement 3 briques, une coupe impeccable. Ses cheveux étaient plaqués en arrière avec des produits de luxe. Il affichait ce petit sourire en coin qu'ont les mecs qui croient à leur propre baratin depuis trop longtemps. J'ai vu le visage de Rachel s'illuminer quand elle l'a aperçu. Elle s'est excusée auprès de ses interlocuteurs et a pratiquement flotté à travers le jardin pour le rejoindre. Ils se sont enlacés trop longtemps, avec trop de familiarité. Le genre d'étreinte qui donne à tous les témoins l'impression d'être des intrus. Il lui a murmuré quelque chose à l'oreille qui l'a fait rire, ce vrai rire qu'elle me réservait autrefois, quand nous avions encore des raisons de rire. Puis il lui a tendu le sac cadeau avec une emphase théâtrale, et j'ai serré mon verre de whisky un peu plus fort. La fête continuait autour de moi. Les gens parlaient fort, comme on le fait après quelques verres quand on se croit intéressant. Monica, une amie de Rachel, s'est approchée, déjà éméchée, pour me dire à quel point Rachel avait de la chance d'avoir un mari aussi présent. J'ai souri et hoché la tête, avec une envie soudaine de lui demander si elle s'était cogné la tête récemment. Puis est venu le moment que je redoutais. Camille est montée sur une chaise. Elle est carrément montée sur une chaise comme si elle briguait un mandat électif et a fait teinter son verre de champagne. La foule s'est tue. Tous les regards tournaient vers elle. Elle était rayonnante, totalement habitée par l'attention et le champagne. « Je veux remercier tout le monde d'être venu ce soir », a-t-elle commencé, sa voix portant à travers le jardin comme si elle avait répété son discours. Mais il y a quelqu'un de spécial que je dois saluer, quelqu'un qui a été un mentor, un soutien et un ami incroyable. Mon estomac s'est noué. Je savais exactement où elle voulait en venir. « Kevin, rejoins-moi. » Elle lui a tendu la main comme une reine appelant son chevalier. Il a fendu la foule avec cette confiance agaçante, tandis que les gens applaudissaient poliment, se demandant probablement qui il était et pourquoi il avait droit à un traitement de faveur. Rachel a levé son verre plus haut, souriante à en éclairer une ville entière. « Kevin, merci pour tout ce que tu fais, pour avoir cru en moi, pour m'avoir poussé à me dépasser. Je ne serais pas là où j'en suis sans toi. » La foule a acclamé et levé les verres, sans rien soupçonner. Mais moi,
Je l'ai entendu. Je l'ai senti. On aurait pu entendre le bruit de ma dignité. Appelle un Uber et tire-toi. C'était le son de quelque chose qui se brise, sans fracas ni drame, mais silencieusement et pour de bon. Je n'ai pas fait de scène, ce n'est pas mon genre. Qu'est-ce que ça aurait prouvé? Hurler sur ma femme devant 50 personnes pendant que Kevin restait là à ricaner? J'avais un meilleur plan, un plan qui demandait de la patience, pas des cris. J'ai affiché un sourire, de ceux qui n'atteignent pas les yeux. J'ai vidé mon whisky d'un trait et je me suis approché de l'endroit où Rachel se tenait toujours sur sa chaise, savourant l'attention. Je me suis penché tout près pour que seule elle puisse m'entendre malgré la musique. Joyeux anniversaire. Puis je suis parti. Sans mélodrame, sans claquer de porte ni faire de discours, juste avec efficacité, comme si je pointais à la fin d'un boulot de merde. J'ai pris mes clés, j'ai traversé la maison, passant devant les traiteurs, devant les manteaux empilés sur notre lit, et je suis monté dans ma voiture. La musique s'est estompée tandis que je quittais l'allée, et, pour la première fois depuis des mois, j'ai pu respirer. Rachel n'a pas appelé cette nuit-là. Pas un seul SMS pour demander où j'étais ou si j'allais bien. Rien. Un silence radio total. Je suppose que quand on est la star de son propre film, le mari du réalisateur n'a pas vraiment d'importance. J'étais un bruit de fond, techniquement dans la scène, mais remplaçable. J'ai roulé sans but précis pour finir dans un diner ouvert 24 heures sur 24 au bord de l'autoroute, le genre d'endroit qui sent le café et le regret, où les serveuses ne posent pas de questions quand un type en chemise débarque seul à 22h30 avec l'air d'avoir assisté à son propre enterrement. J'ai commandé un café qui semblait avoir été infusé sous l'administration Clinton et je me suis assis. Regarder mon téléphone resté éteint était fascinant, d'une manière un peu tordue. Regarder les minutes défiler et réaliser qu'elle se fichait éperdument de savoir où j'étais ou si j'allais revenir. Elle était sans doute encore à la fête, en train de tenir salon, feignant toujours que tout était parfait. Mais pendant qu'elle coupait le gâteau, je coupais les ponts. J'ai sorti mon ordinateur, je me suis connecté au VPN de mon téléphone et je me suis mis au travail. Première étape, notre carte de crédit jointe. Celle que nous avions ouverte il y a 3 ans parce que Rachel insistait sur le fait que des finances partagées étaient le ciment d'un mariage. Je me suis connecté au compte et j'ai cliqué sur le bouton « Bloquer » avec délectation. Je l'ai. Terminé. Chaque transaction qu'elle tenterait serait déclinée. Ensuite, je suis passé à mon compte professionnel, celui où tombaient mes honoraires de consultant et mon salaire, et j'ai tout redirigé vers un nouveau compte ouvert le mois dernier dans une autre banque. J'ai vu trop de gars se faire plumer par des épouses ayant décidé que ce qui est à toi est à moi. Cela s'appliquait au compte bancaire, mais pas à la loyauté. Étape suivante, les serrures. La maison était à mon nom. Je l'avais achetée 2 ans avant de rencontrer Rachel. Quand nous nous sommes mariés, je l'ai ajoutée au titre de propriété, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. Mais le prêt immobilier, c'était moi. Chaque mensualité, chaque réparation, mon argent, mon crédit. Alors, changer les verrous, ce n'était pas une question de pouvoir, c'était une limite. J'ai appelé un serrurier d'urgence, disponible 24 heures sur 24, pour qu'il passe dès la première heure. Reçu payé en espèces sous un faux nom. Mais l'email, c'était de l'art. Assis dans le dîner, j'ai tapé ce qui devait être le meilleur texte de ma vie, déguisé en courriel professionnel. Objet, conflit d'intérêts, urgent, court, professionnel, dévastateur. Dans le corps du message, je suis resté bref, comme l'exigeait l'entreprise, évoquant des questions de déontologie et d'éthique. Je vous informe d'un élément personnel susceptible de compromettre l'audit de Patterson Marketing, photo ci-jointe, à examiner immédiatement par le comité d'éthique. Puis, la photo parfaite. Quelqu'un l'avait publiée sur Instagram en identifiant Rachel et Kevin. Ils étaient là, souriants, comme s'ils étaient seuls au monde à cette fête. Sa main sur sa taille à elle, la main d'elle sur son bras à lui, des coupes de champagne à la main. On aurait dit qu'ils célébraient un anniversaire de rencontre, pas une relation patron-employé lors d'une soirée. La beauté de la chose, c'était ambigu.
Ça ne montrait rien de répréhensible, mais ça en montrait assez. Leur posture, leur proximité, leur aisance. Et avec l'entreprise sous surveillance, moi officiant comme avocat sur le dossier, et elle qualifiant son patron d'invité le plus spécial. Cette photo était une bombe. J'ai envoyé l'email à 3 personnes, mon patron, le directeur juridique et le responsable de l'éthique. Je suis resté le doigt suspendu au-dessus de « envoyer » pendant 30 secondes, à réfléchir. Puis je me suis souvenu d'elle sur cette chaise, levant son verre à la santé de Kevin, et de moi, debout là, comme un fantôme à la propre fête de ma femme. J'ai cliqué. Aucun regret. Il était presque minuit. J'ai payé, laissé un gros pourboire, et je suis allé à l'hôtel. Rien de luxueux, juste propre, calme, avec un lit et un verrou. J'ai utilisé ma carte de crédit professionnelle, celle que Rachel n'avait pas. Je me suis allongé sur le lit, tout habillé, les yeux fixés au plafond. J'ai attendu que la culpabilité vienne, mais elle n'est pas venue. Juste du soulagement, un soulagement pur et simple. 4 jours. C'est le temps qu'il a fallu à Rachel pour remarquer que je n'étais pas à la maison. 4 jours de story Instagram depuis le bureau, de citations de Boss Babe, savourant probablement les retombées de la fête pendant que je mangeais un plateau repas à l'hôtel. 4 jours de néant. Pas d'appel, pas de texto. Pas même un « tu es vivant ?» Le niveau d'inconscience nécessaire pour ne pas remarquer que son mari a disparu était presque impressionnant lorsqu'elle s'est pointée le jeudi après-midi. J'avais pris ma journée et je l'attendais dans le salon avec un bourbon bien trop cher pour 15 heures. J'avais passé la matinée à tout préparer, à mettre en scène la pièce. Je l'ai entendue avant de la voir, le clic-clac de ses talons sur l'allée. Elle fredonnait comme si elle venait d'être élue employée de l'année. La porte s'est ouverte. Elle avait encore son ancienne clé. Elle est entrée comme si les lieux lui appartenaient, jetant son sac sur le canapé. « Je t'ai manqué ?» a-t-elle demandé d'un ton enjoué, comme si tout cela n'était qu'une broutille et que nous allions nous réconcilier sur l'oreiller. Je l'ai regardé par-dessus mon verre, laissant le silence s'installer. « Bien sûr », ai-je dit d'un ton plat. Autant qu'une intoxication alimentaire, ou une convocation comme juré, ou un traitement de racines sans anesthésie. Son sourire s'est effondré. Elle a ouvert la bouche, puis a remarqué quelque chose. Sa clé était encore dans sa main. Elle l'avait utilisée, l'avait tournée, l'avait senti bouger, mais la sensation était différente. « Mason », dit-elle lentement, passant de la clé à moi du regard. « Tu as changé les serrures ?»« Les limites, tu te souviens ?» ai-je dit en m'adossant. « Tu disais qu'elles étaient saines. » « Tu disais que nous avions besoin de meilleures limites. Tu as dit ça en thérapie, séance que tu as séchée, au passage. Alors, j'ai suivi ton conseil. » Ça change la vie, effectivement. Elle restait pétrifiée, comme si on venait de lui annoncer que la gravité était facultative. Je la voyais réfléchir, essayant de deviner s'il s'agissait d'un test. « Je ne comprends pas, » dit-elle, paraissant perdue pour une fois. « Laisse-moi t'aider, » dis-je en désignant la table basse. « Un peu de lecture, considère ça comme un cadeau d'anniversaire tardif. » Elle s'est approchée de la table comme s'il s'agissait d'un engin explosif et a ramassé l'enveloppe. Tremblante, elle l'a ouverte, a sorti les papiers, a parcouru la première page, puis la deuxième, avant de revenir à la première. « C'est notre contrat de mariage, » murmura-t-elle. « Mais c'est différent, c'est close. »« C'est la version mise à jour, » dis-je. « Celle que nous avons signée il y a 1 an, lors du refinancement. Tu te souviens ? Tu étais en plein dans cette campagne. Je t'ai dit qu'il y avait des papiers à signer et tu m'as répondu « Je te fais une confiance aveugle, chérie. Dis-moi juste où signer. » Alors c'est ce que j'ai fait. Ta signature est partout. Très officielle, très légale, tout à fait exécutoire. Elle feuilleta le document. Ça dit que je n'ai rien ? La maison, ta retraite, ton entreprise, tout est protégé. Ce n'est pas ce que nous avions convenu à notre mariage ? Tu as raison, répondis-je en me levant. À notre mariage, nous avions convenu d'être fidèles. Nous avions convenu d'être des partenaires. Nous avions convenu de ne pas inviter nos patrons à nos fêtes d'anniversaire, pour les présenter comme nos invités les plus spéciaux,
pendant que nos conjoints font tapisserie dans un coin comme des plantes vertes. Mais les choses ont changé, n'est-ce pas? Les circonstances ont évolué. Je me suis adapté. Tu m'as piégé, murmura-t-elle en serrant les papiers contre elle. Tu as menti. Je t'ai dit que nous devions signer les documents pour le refinancement, ce qui était vrai. Nous devions aussi signer un nouveau contrat de mariage, et j'ai précisé qu'il était inclus. Tu n'as juste pas pris la peine de le lire parce que tu étais trop occupée, trop distraite, trop sûre de toi. Je n'aurais jamais rien fait qui ne soit pas bon pour toi. Tu as dit que tu me confiais tout, alors j'ai eu confiance dans le fait que tu ne lirais pas les petites lignes. Rachel a essayé de faire comme si de rien n'était pendant environ 18 heures. Elle a dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là, ce qui était gentil de ma part de l'autoriser. Elle est sortie le lendemain matin, comme si nous avions juste eu une petite dispute à propos du dîner. Elle a fait du café, s'est maquillée, a enfilé un tailleur de combat et est partie au travail comme si tout était normal. J'ai travaillé de la maison ce jour-là, car je sentais que les choses allaient devenir intéressantes. Je me suis installé dans le bureau avec mon ordinateur, mon café, et j'ai attendu. J'avais envoyé cet email 4 jours plus tôt. 4 jours pour qu'il circule, pour que le comité d'éthique se réunisse, pour que les grands patrons commencent à poser des questions. L'appel est tombé à 10h47. Je connais l'heure exacte parce que je surveillais l'horloge. J'ai entendu les téléphones de Rachel sonner, je l'ai entendu répondre de sa voix professionnelle. Rachel Collins à l'appareil? Puis j'ai entendu des hurlements. Pas les siens, ceux de Kevin. Je ne distinguais pas les mots, mais je n'en avais pas besoin. Le ton disait tout, ce mélange de panique et de rage quand votre monde s'écroule. Puis, la voix de Rachel a résonné dans la maison, la confusion cédant la place à l'alarme. « Grant, ralentis, je ne peux pas. »« Comment ça? L'entreprise? Quel avocat ?» Encore des cris à l'autre bout du fil, assez forts pour que je les entende alors que je n'étais pas sur l'appel. Un timing parfait. Absolument parfait. Mon email était passé par les canaux officiels. Le comité d'éthique avait vu la photo, l'avait recoupée avec l'enquête Patterson et avait réalisé qu'il y avait un problème. L'un de leurs avocats était marié à une employée d'une entreprise sur laquelle ils enquêtaient et cet employé s'était targué d'une relation personnelle avec le PDG. Ils ont fait ce que tout bon service juridique ferait. Ils ont prévenu les associés principaux, m'ont retiré du dossier et ont nommé de nouveaux avocats. Des avocats sans attache, sans aucune raison d'être impartiaux. Et ces nouveaux avocats avaient apparemment trouvé des choses intéressantes dans la comptabilité de Patterson Marketing. J'ai entendu des pas, rapides et lourds. La porte s'est fracassée. Rachel se tenait là, son téléphone à la main, le visage livide, les yeux écarquillés par la panique. « David, » dit-elle d'une voix tremblante, « Kevin est en train de péter les plombs. » Il parle d'avocats, d'enquêtes et de comptes gelés. Il dit que c'est ma faute, que j'ai... Elle s'arrêta, déglutie avec peine. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je m'adossai à ma chaise. « Moi? Je n'ai rien fait d'illégal. J'ai juste suivi les règles. Quand j'ai pensé qu'il pouvait y avoir un conflit entre mon travail et ma vie privée, j'en ai informé les personnes compétentes. C'est ce que je suis censé faire. C'est ce que font les avocats intègres. Tu nous as dénoncés. » Sa voix se brisa. « Tu leur as parlé de Kevin et moi ?» J'ai signalé un possible conflit d'intérêts, rectifiai-je. J'ai envoyé une photo prouvant une relation personnelle entre une employée d'une entreprise sous surveillance et le PDG de cette entreprise. Le fait que cette employée soit ma femme est regrettable, mais accessoire. Le fait que tu aies rendu cette relation publique, évidente et suspecte, cela ne regarde que toi. Je me suis contenté de leur fournir la preuve. Elle me fixa comme si j'étais fou. Tu es en train de tout gâcher. L'entreprise de Kevin, mon job, ma carrière. Ils vont croire que je suis complice de ce sur quoi ils enquêtent. L'étais-tu ? Demandai-je, sincèrement curieux. En partie. Savais-tu que Kevin maquillait les comptes ? Je ne savais rien, hurla-t-elle. Je suis au marketing, je ne m'occupe pas de ça. C'est une vengeance, dit-elle, comprenant enfin. À cause de la fête ? Parce que j'ai invité Kevin ? Je ne suis pas jaloux, l'interrompis-je en me levant. La jalousie implique que l'on tienne assez à quelqu'un pour vouloir posséder quelque chose. Je suis juste au bout du rouleau.
J'en ai fini d'être une option dans mon propre mariage. J'en ai fini de te voir faire passer ton patron avant ton mari. Ce n'est pas de la vengeance, ce sont les conséquences. Il y a une différence. Son téléphone sonna de nouveau, le nom de Kevin s'affichant sur l'écran. Elle le fixa comme s'il s'agissait d'une bombe. Elle ne répondit pas. L'appareil continua de sonner, bruyant et agaçant. « Tu dois arranger ça », murmura Rachel désespérée. « S'il te plaît, rappelle-les. » « Dis-leur que c'était une erreur. »« Non, » répondis-je en me rasseyant. « Je n'arrangerai rien du tout. »« C'est ton lit, tu l'as fait, maintenant il faut y coucher. Enfin, probablement pas dans cette maison puisque, légalement, tu n'habites plus ici. Tu devrais peut-être commencer à chercher un appartement. » La carrière de Rachel s'effondra plus vite que son gâteau sans gluten. Moins de 48 heures après l'appel paniqué de Kevin, tout était fini. Leur plus gros client, une start-up de la tech, se retira purement et simplement, envoyant un bref courriel sur la réévaluation de leur partenariat avant d'emmener leur contrat à 6 chiffres ailleurs. Puis un autre client partit, puis un autre encore, comme des rats quittant un navire en perdition. Sauf que les rats étaient des entreprises du Fortune 500, soudain soucieuses de leur réputation et désireuses de s'éloigner avant que le scandale ne les éclabousse aussi. Les RH s'en mêlèrent ensuite. Ils placèrent le profil de Rachel sous examen, ce qui est le jargon professionnel pour dire « Nous préparons ton dossier de licenciement ». Ils commencèrent à l'interroger sur sa relation avec Kevin, à demander si ses promotions étaient dues à leur lien personnel, si elle avait bénéficié d'un traitement de faveur. Rachel rentrait à la maison en hurlant à l'injustice, criant qu'on la punissait pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. « C'était juste une fête, David !» hurlait-elle pendant que je préparais le dîner. « Les gens invitent tout le temps leur patron à des fêtes. » Je me contentais de répondre « C'est ça », sans même lever les yeux. Les gens appellent aussi tout le temps leur patron leur invité le plus spécial. C'est tout à fait normal. Mais le coup de grâce vint d'un blog, Corporate Confessions. Quelqu'un avait envoyé l'histoire de l'anniversaire de Rachel à ce site de potin pour employés de bureau. L'article fut publié le mardi matin. Photos Instagram, capture d'écran du toast de Rachel, chronologie des faits et commentaires acerbes sur les limites professionnelles. Le titre était parfait. Quand les anniversaires deviennent des preuves. Guide de la directrice marketing pour s'aborder sa carrière en un post Instagram. Le mardi après-midi, il avait été partagé 8000 fois sur LinkedIn, Twitter et partout où les employés de bureau vont pour tromper l'ennui. L'article décortiquait chaque détail de la soirée, le timing, la liste des invités, l'image désastreuse de cette femme mariée s'épanchant sur son patron, marié lui aussi, pendant que son mari restait là, l'air misérable. LinkedIn s'enflamma. Des gens du marketing que Rachel n'avait jamais rencontrés écrivaient des tribunes sur le franchissement de la ligne rouge. Des responsables RH partageaient l'article avec des notes sur ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Ses collègues restaient silencieux, se désabonnant discrètement de ses réseaux comme si elle avait la peste. Les mêmes commencèrent le mercredi. Quelqu'un créa un modèle, invité le plus spécial, avec le visage de Kevin photoshopé dans des situations absurdes. Un autre créa un bingo d'entreprise avec « porter un toast à son patron pour son propre anniversaire » comme case gratuite. Un esprit créatif monta la scène du naufrage du Titanic avec le visage de Rachel sur le navire et sa carrière dans le rôle de l'iceberg. Même l'apprenti de Rachel, Tyler, un gamin de 22 ans, posta un gif de Michael Scott de The Office avec la légende « Quand ton invitation d'anniversaire se transforme en enquête RH ». Il récolta 5000 likes en 3 heures. Rachel tenta de tout supprimer. Son post Instagram de la soirée disparut. Son profil LinkedIn fut nettoyé de toutes les photos, y compris celle de Kevin. Elle essaya de forcer Corporate Confessions à retirer l'article en menaçant de les poursuivre. Ils se contentèrent de publier une mise à jour avec des captures d'écran de ses courriels et un nouveau titre. Une directrice marketing menace notre blog et prouve qu'elle ne comprend toujours pas comment fonctionne Internet. Elle m'appela en plein milieu de cet effondrement numérique, la voix étranglée. « Tu as ruiné ma vie !» hurla-t-elle. « Tout ce pour quoi j'ai travaillé a disparu. Ma réputation est détruite, tout est de ta faute.
J'étais à la salle de sport, sur un tapis de course, en train de faire ma meilleure séance depuis des mois. Non, ma chérie, dis-je d'un ton désinvolte. Tu as fait ça toute seule, avec un bon éclairage et de mauvaises décisions. Je n'ai fourni que la documentation, Internet a fait le reste. Cela dit, la carte de bingo était plutôt réussie. Elle hurla quelque chose sur la trahison, sur la façon dont j'avais brisé sa confiance, sur ma méchanceté. Puis, elle passa aux menaces. Je vais te traîner en justice. Mon avocat dit que j'ai des motifs pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. J'arrêtai de courir pour boire une gorgée d'eau. Je t'en prie, emmène-moi au tribunal. Mettons tout ça sur la place publique. On pourra faire témoigner Kevin sous serment, faire admettre tous ces SMS nocturnes comme preuve. On va bien déballer chaque détail devant un juge. Et quand tu perdras, parce que tu perdras, je t'enverrai la facture de mes frais d'avocat et des dommages et intérêts. Kevin se présenta chez moi le lendemain, avec une tête à avoir été passée à tabac par la réalité. Il avait les yeux injectés de sang, la cravate de travers et son costume de prix était tout froissé. Il respirait comme s'il venait de voir ses actions s'effondrer en bourse. J'ai entendu la sonnette, j'ai vérifié la caméra de surveillance et j'ai failli m'étouffer avec mon café. Kevin était sur mon perron. On aurait dit la photo avant d'une publicité pour anxiolytiques. Je pris mon temps pour aller ouvrir, le laissant sonner encore 2 ou 3 fois. Quand je me décidai enfin, je restais simplement là, sirotant mon café d'un air curieux. « Où est-elle » exigea-t-il, la voix brisée. « Où est Rachel ? Je dois lui parler tout de suite. » Il tenta de me bousculer pour entrer, mais je lui barrai le passage. « Bonjour Kevin » dis-je d'un ton on ne peut plus aimable. « Belle journée, n'est-ce pas ? Tu veux un café ?»« Je ne veux pas de ton foutu café » hurla-t-il, assez fort pour que les voisins l'entendent. « Je veux Rachel. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait ? La boîte est en train de couler. On perd nos clients les uns après les autres. Le conseil d'administration convoque des réunions d'urgence. Les avocats épluchent chaque document. C'est ta faute. »« Ah bon ?» demandai-je. Parce que, de mon point de vue, je me suis contenté de signaler un conflit d'intérêts. Tout ce qui a suivi n'est que le résultat de gens faisant leur travail. Mais tu sais ce qui détruit les entreprises ? La fraude, les malversations financières. Maquiller les comptes pendant que ta directrice marketing te porte au nu publiquement et crée une trace écrite que n'importe quel étudiant en première année de droit pourrait suivre. Rachel apparut alors, vêtue d'une tenue de sport coûteuse, comme si bien s'habiller pouvait arranger les choses. Kevin se tourna vers elle. « Qu'est-ce que tu lui as fait faire ?» Ils ont trouvé des écarts majeurs. Les RH, c'est le chaos. La moitié du personnel a démissionné hier. Notre plus gros investisseur s'est retiré ce matin. « Je ne savais rien, » bafouilla Rachel. « Je suis au marketing, ce n'est pas ce que vous croyez. » Kevin cria, les mains tremblantes. « Ce qu'on croit, c'est que le PDG et sa directrice marketing entretenaient une relation inappropriée au moment où l'entreprise faisait l'objet d'une enquête. Et son mari a opportunément tout révélé pour se protéger, en nous jetant tous les deux sous les roues du bus. » Je me raclai la gorge. Je n'ai jeté personne sous aucun bus. J'ai informé mon employeur d'un lien personnel avec une société sous examen, ce qui est obligatoire. Ce qui s'est passé ensuite n'est que la conséquence de vos propres choix. Je ne suis pas le méchant de l'histoire, je suis juste le gars qui a tiré l'alarme incendie alors que l'immeuble était déjà en flammes. Rachel se tourna vers moi, l'horreur se lisant sur son visage. « S'il te plaît, arrange ça. Tu connais du monde, tu as des relations. » « Je suis avocat, pas magicien, » répondis-je, amusé. « Je ne peux pas faire disparaître des enquêtes pour fraude d'un coup de baguette. Et même si je le pouvais, je ne le ferais pas. J'en ai fini de couvrir vos erreurs stupides. C'est votre gâchis, dis-je. À vous de trouver comment nettoyer. » Kevin fit un pas vers moi, comme s'il allait me frapper. « Espèce de donneur de leçons, » siffla-t-il. « Tu as tout détruit. » Je le regardai droit dans les yeux. « Non, Kevin, c'est toi qui as tout détruit parce que tu étais incapable de tenir tes comptes propres ou de garder tes mains dans tes poches. Moi, je me suis contenté de documenter les faits. Mais je t'en prie, continue de hurler. La voisine a sorti son téléphone. Ça fera un super contenu pour le groupe Facebook du quartier. » Kevin resta planté là, traversé par 1000 émotions avant de sombrer dans la défaite.
Tout ce que j'ai bâti est fini, dit-il d'une voix creuse. Il se tourna vers Rachel. C'est ta faute. Ton besoin d'attention. J'espère que ça en valait la peine. Puis il partit, titubant jusqu'à sa voiture de luxe avant de démarrer en trombe. Rachel restait là, en pleurs, le mascara coulant sur ses joues. J'avais envie d'applaudir. 5 étoiles, je recommanderais le spectacle. Le lundi matin, Rachel se présenta au travail dans son plus beau tailleur de combat, prête à se battre. Son badge de sécurité ne fonctionna pas. Elle le passa une fois, voyant rouge et bip agressif. Elle recommença. Même chose. Le vigile, Marcus, lui tendit une enveloppe scellée sans même la regarder. Elle resta là, immobile, pendant 30 secondes à fixer l'enveloppe avant de l'ouvrir d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une notification de licenciement avec effet immédiat. En bas, au-dessus du sceau de l'entreprise et de la signature de la directrice des RH, figurait un autre nom, autorisé par le directeur juridique David R. Harrison. Elle leva les yeux du papier, réalisant probablement que son mari venait de la licencier en utilisant les voies légales. Elle fixait ma signature comme si les lettres pouvaient se réorganiser pour devenir moins dévastatrices. Le soir même, Rachel vint chez moi et me trouva en train de faire mes valises. « On peut arranger ça », murmura-t-elle. Je lui tendis les papiers du divorce que je gardais de côté. « Tu l'as déjà arrangé pour moi. » Alors que je passais devant elle avec ma valise, on sonna à la porte. Un coursier remit à Rachel une enveloppe officielle. Elle l'ouvrit, les mains flageolantes. Ses genoux se dérobèrent. Une mise en demeure, remboursement des primes de performance totalisant 130 000 $, versés sur la base de bénéfices frauduleux, exigibles immédiatement. Je l'enjambais et marchais vers ma voiture sans un regard en arrière. Pas de cris, pas de drame, pas de confrontation. Juste la paix. Car si certaines personnes vous détruisent par la rage et la violence, d'autres le font avec le droit. Voici plusieurs propositions de traduction selon le contexte et le registre souhaité. 1. La plus fidèle, ton neutre/professionnel. Je préfère les factures et le silence. 2. La plus littéraire, ton plus sec ou cynique. Je ne prise que les factures et le silence. 3. La plus concise, style direct. Rien ne vaut les factures et le silence. Note du traducteur. En français, l'utilisation de l'article défini, les factures, est nécessaire pour exprimer une préférence générale, contrairement à l'anglais qui utilise le pluriel nu.